c'est Eric. Je suis fondateur de la Convention des entreprises pour le climat. J'aurai peut-être l'occasion d'en parler un petit peu. Si je me présente, il y a pas mal de gens que je connais dans la salle. Je suis quelqu'un qui a évolué dans le monde de l'entreprise, dans un grand groupe pendant une vingtaine d'années. Bleu et jaune, un truc bleu et jaune, je crois. Hein. Ouais, voilà. Avec une couleur bleu et jaune, vert Clermont, qui fait des pneus, quoi. Voilà, ça. Ok, on voit. Et donc, en fait, à un moment donné, dans le parcours, j'ai eu, comme je pense beaucoup de personnes qui sont ici, une sorte de prise de conscience de l'urgence des enjeux et du fait qu'on n'était pas du tout sur la bonne trajectoire. Et donc ça a été mon point de départ. J'étais simplement en cadre d'entreprise et je me suis dit, il faut qu'il y ait une accélération et sans le monde de l'entreprise, on n'aura aucune chance de s'en sortir. Donc ça a été le début de la convention. Ça fait 2 ans et demi que je me consacre à ça à plein temps, 200%. Et donc, moi, ma théorie du changement, c'est que on ne peut arriver finalement à réussir que en embarquant des êtres humains dans un nouveau récit, dans une envie de se mettre en mouvement. Et donc, on a créé un parcours, une dynamique qui met au centre en fait des personnes, comme nous tous, qui deviennent des héros en fait de la réinvention. Et donc voilà, c'est une super aventure humaine, un peu épuisante, je dois dire, puisqu'on a lancé une première CEC pendant 1 an et demi, et là, il y en a une dizaine qui sont lancées actuellement, et on essaye d'avoir le plus grand impact possible. Voilà en quelques mots. N'oublie pas, Eric, la première écologie, c'est l'écologie de soi. Hein. C'est ça. Et de temps en temps, il faut revenir aux basiques. Galit. Bonjour, je m'appelle Galit. J'ai la chance de diriger le Jane Goodall Institute. Pour ceux qui ne connaissent pas Jane Goodall, c'est une dame qui a aujourd'hui 89 ans, mais qui à l'âge de 20 ans est partie dans les forêts observer les chimpanzés sauvages. Là, elle s'est rendue compte qu'ils savaient créer et utiliser des outils, ce qui était à l'époque la définition de l'être humain. Donc elle a vraiment changé la place et le rôle de l'humain au sein du règne animal. Et elle a créé une ONG de conservation, donc le Jane Goodall Institute. Et depuis 40 ans, notre rôle, c'est d'essayer de protéger la faune sauvage, pour ce faire, de protéger leur habitat naturel, donc les forêts tropicales africaines. Et tout ceci, on le fait par, pour et avec les populations locales. Donc voilà ce qu'on fait principalement au sein du Jane Goodall Institute. Alors, merci Galit. Alors la transition toute trouvée, c'est que je crois que Jane Goodall était l'intervenante de clôture de l'avant-dernière édition de Change Now. Je ne me trompe pas. Alors du coup, je te laisse présenter Change Now et faire le lien peut-être, Santi. Bonjour à tous, donc Santiago. Moi, je suis le fondateur et président de Change Now. En gros, qu'est-ce que Change Now? Change Now, c'est une structure, une entreprise qui a été créée en il y a 6 ans maintenant. En 2017, avec le but d'accélérer toutes les solutions qui nous permettent de faire la transition. Et pour ça, il fallait qu'on crée des écosystèmes, et à travers les écosystèmes, il y avait cette idée de créer un grand événement humaniste où on rassemble tous ceux qui veulent mettre leur énergie pour trouver les solutions aux grands défis de notre planète. Et donc c'est comme ça qu'est née un peu la première étincelle de Change Now. On a fait une première édition qui était à Station F avec 2000 participants, et là ça a très vite pris, puisque donc la dernière c'était il y a 2 semaines. On était 35 000 au Grand Palais éphémère, avec 400 intervenants de 120 pays différents, à peu près 1000 solutions qu'on accompagne en fait chaque année. Et l'idée c'est que on trouve les bons acteurs pour les accélérer. Et j'ai commencé en disant que c'était une entreprise et pas un événement, parce qu'à côté de ça, justement, on se pose toujours les questions de comment est-ce qu'on fait du changement systémique au-delà. Et donc, on a lancé plein d'initiatives comme un classement des écoles et universités pour changer le monde, pour changer l'éducation supérieure, des choses dans le monde du sport qu'on commence à faire aussi, des salons de recrutement dédiés à la transition écologique. Voilà globalement ce qu'on fait. Alors, pour t'aider, Eric, Jane Goodall, au salon de clôture, il disait quand même que entre ralentir et accélérer, elle préférait accélérer, parce qu'il lui restait plus beaucoup de temps, elle voulait avoir un impact maximum, tu vois. Donc il y a ce paradoxe toujours qu'on retrouve chez les activistes et dans le monde traditionnel d'ailleurs. Hein. C'est peut-être le point commun entre les deux mondes finalement. Merci Santiago. Alors, on est là pour parler des écosystèmes régénératifs. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Tu veux te lancer? Allez. Un écosystème, déjà pour reprendre à la base, un écosystème, ça va être un ensemble d'êtres vivants qui vivent ensemble dans le même milieu.
Et ce qui va faire la force d'un écosystème, c'est la richesse et l'intensité des interactions qu'ils peuvent avoir entre eux. Donc, je suis sûre qu'on va décliner ça dans différents types d'écosystèmes et comment on peut le régénérer. Mais ce qui me semblait peut-être important pour commencer, si ça vous convient, c'est aussi de montrer que ce qu'il y a d'important au sein d'un écosystème écologique, c'est qu'il est composé des hommes, des autres animaux et de l'environnement partagé. Et pour qu'il soit riche, pour qu'il fonctionne au mieux, il faut absolument que l'intensité et la qualité des relations qui peuvent y avoir entre eux soient la plus forte possible. Et pour ce faire, on est obligé de comprendre que tout est lié dans le vivant. Les hommes, les autres animaux et la nature, on est tous liés. Si l'un d'entre eux se dégrade, alors c'est l'ensemble de l'écosystème qui se dégrade. Il y a une analogie que je trouve assez intéressante qui dit l'écosystème, c'est comme une tapisserie de la vie. On peut enlever des fils, il peut y avoir des espèces qui disparaissent, la tapisserie, elle va maintenir. Mais il y a un moment où il y a un fil, une espèce, fût-elle insignifiante, qui va partir. Et à ce moment-là, c'est l'ensemble de la tapisserie qui va se détériorer. C'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir une approche holistique. Alors je sais combien le mot est ô combien galvaudé aujourd'hui, une approche globale pour prendre en compte l'ensemble des acteurs au sein de l'écosystème. Et alors après, peut-être qu'on va plus parler de qu'est-ce que la régénération et comment est-ce qu'on peut les régénérer, mais je crois que cette approche globale, on peut la retrouver aussi, c'est ce que disait Emma Aziza ce matin avec l'eau, mais c'est aussi ce qui a été dit quand on a parlé du PIB et de Timothée Paric ce matin avec Anne-Sophie Novelle et sur la table ronde. C'est le fait de dire, on a aujourd'hui des critères, on a aujourd'hui des façons de normer ou de considérer la qualité de cet écosystème, et donc pour pouvoir savoir après si on peut le régénérer ou pas. Mais parfois, il peut être intéressant de changer de critères, de faire un pas de côté. Ce qu'on a fait avec le PIB, par exemple, avec les ODD, avec les objectifs du développement, où on essaye d'avoir une approche globale, de prendre en compte pas seulement la richesse économique, mais aussi la pauvreté, mais aussi le développement écologique, mais aussi l'ensemble, l'accès à l'eau, l'accès à l'éducation, cette qualité-là, et c'est l'ensemble des critères qui vont nous permettre de savoir est-ce qu'on souhaite et on peut régénérer ce fameux écosystème. Alors tu veux compléter? Je veux bien rebondir. Merci d'avoir commencé par cette définition finalement d'un écosystème dans la nature. Nous, dans la CEC, on fait la promotion de l'économie régénérative. Et donc je vais commencer d'abord par la fin, en fait, le régénératif. Est-ce que c'est la bonne direction? Je partage la raison d'être de la CEC. Au bout d'un an à peu près, quand on a lancé le projet, à un moment donné, on s'est dit finalement, c'est le start with why, hein, commencer par la raison d'être, on ne se l'était pas encore donné. On a réfléchi un petit peu et on est arrivé sur rendre irrésistible la bascule de l'économie extractive vers l'économie régénérative. Et en fait, quand on se dit ça, pourquoi le régénératif? En fait, c'est une question, enfin, je ne veux pas peut-être monter trop haut dans l'intensité de l'enjeu de la discussion, mais c'est quand même une question de vie ou de mort pour l'humanité. Parce que l'économie extractive aujourd'hui, telle qu'elle est, et c'est partout dans le monde, hein, 99% de l'économie est extractive, en fait, elle puise les ressources, l'énergie, elle surconsomme, on sait, 2 planètes, 3 planètes tous les ans. On sait qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. On ne sait pas exactement quand, on ne sait pas exactement quelles sont les planètes, enfin les limites planétaires qu'on va faire exploser en premier, mais ce modèle ne peut plus continuer. Donc en fait, il faut quand même avoir une alternative. Et on ne peut pas être dans la négation de l'économie. S'il n'y a pas d'économie, il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus de tissu social. Et donc l'économie régénérative, c'est quoi? C'est une économie qui se donne comme ambition de régénérer, de reconstituer les services écosystémiques. Alors c'est pareil sur l'eau, c'est un très bon exemple, mais sur toutes les ressources, en fait, sur le renouvelable, et y compris le tissu social. Donc qui va laisser, en fait, une empreinte positive par rapport à quand elle prend son activité. Et donc, finalement, ça doit être notre cible à tous, et elle est partagée de plus en plus. Et le régénératif devient
un petit peu un mot à la mode. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas du washing autour du régénératif. On voit des grands groupes qui s'en réclament aujourd'hui alors qu'ils sont très loin du compte. Mais nous, on s'est dit, voilà, ça doit être la visée. Et donc, en fait, après, et c'est un tout petit peu technique, mais juste une minute, on a deux types d'entreprises. Des entreprises qui fabriquent des produits et qui, par définition, vont avoir un minimum incompressible. Elles ne vont pas pouvoir, par définition, régénérer. Donc elles vont en fait se heurter à un minimum incompressible. Je fabrique des camions, je fabrique des téléphones portables. Quand même, je vais ponctionner des ressources. Et puis on a des entreprises qui sont dans l'agroalimentaire, par exemple, ou qui peuvent régénérer les sols, qui peuvent reconstituer les écosystèmes. On se rend compte que celles-là, il faut qu'il y en ait de plus en plus, que l'agriculture soit régénérative, etc. Et sur celles qui atteignent le minimum incompressible, la clé qu'on a trouvée, la seule manière pour elles d'aller dans le régénératif, c'est de travailler en écosystème et de sortir de leur silo, de leur entreprise et de travailler avec les clients, avec les fournisseurs, avec les pouvoirs publics sur le territoire où elles sont implantées pour repenser leur intégration dans l'écosystème. Donc tout ça pour dire que le régénératif, c'est la cible et l'approche écosystème et le partage de valeur avec l'écosystème, c'est une clé pour aller vers le régénératif. Santiago, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, je vais rajouter quelque chose. Donc, tu as commencé avec les écosystèmes, avec le régénératif. Je vais me concentrer sur le vert, voilà, ce qui est au milieu. Non, tout ça pour dire que c'est vrai que la première fois que j'ai vraiment vu apparaître à fond, et je dis à fond parce que d'un seul coup, ça est apparu comme ça, le mot régénératif, c'était février 2020. Je m'en souviens parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, attention, ça risque d'être le prochain buzzword. Et donc, il va falloir faire gaffe parce que derrière régénératif, il y a un niveau d'exigence tellement fort. C'est-à-dire que c'est peut-être le niveau maximal de sustainability qu'on peut viser aujourd'hui. Et donc, on a beaucoup regardé et on s'est dit, en fait, aujourd'hui, il y en a sûrement, je ne sais pas, mais j'en ai pas encore vu des entreprises complètement régénératives. Et c'est pour ça que le vert est si important. C'est-à-dire qu'en effet, c'est une visée. Et maintenant, la question, c'est de voir comment est-ce qu'on va vers ça. Donc, on est encore au début de cette réflexion, de manière générale, sur comment est-ce qu'on rend nos économies, nos écosystèmes plus régénératifs. Donc du coup, là, je vais faire le pont à nouveau sur les écosystèmes. Et c'est vrai que tout a démarré avec c'est un élément, enfin, je crois que c'est dans les années 70 à peu près qu'on a commencé à parler des écosystèmes naturels. Et puis au fur et à mesure, dans les années 90-2000, le mot a basculé dans le secteur entrepreneurial, l'écosystème entrepreneurial. Et c'est vrai que nous, lorsqu'on a commencé Change Now, l'idée, c'était de dire comment est-ce qu'on crée un écosystème qui permet de soutenir les solutions de la même manière que c'était fait pour les entreprises de la tech. Donc, étudions tout ce qui s'est fait sur la théorie des écosystèmes tech. Et la théorie des écosystèmes tech, ils disent partout, la force d'un écosystème, c'est le croisement de 3 cercles, c'est le nombre de rebelles qu'on a dans une localité. Donc, les rebelles, c'est ceux qui viennent avec les idées, les entrepreneurs, etc. Avec un deuxième cercle, c'est le niveau de financement qui permet de les financer. Et le troisième, c'est les talents, ceux qui travaillent pour le faire. Et là où ces 3 cercles se recroisent, c'est la force de l'écosystème. Donc voilà, donc on s'est dit, il faut d'abord rassembler ces 3 acteurs, et au fur et à mesure, finalement, on s'est dit, comment est-ce qu'on ramène toutes les autres briques, parce que finalement, c'est un écosystème trop limité. Pour faire ça, et pour faire justement un écosystème qui soit régénératif, ou qui aille vers le régénératif, nous, l'approche qu'on a eue, et je dirais que s'il y a un message peut-être dans tout ce que je vais dire de ces 45 minutes écoutez bien. Non, Vous pouvez partir juste après. Non, mais pour moi, en fait, on a beaucoup évolué dans un monde où toute la négociation, toutes les relations se font d'une manière distributive. C'est-à-dire que souvent, le meilleur négociateur était vu comme celui qui permettait d'accaparer le plus de valeur pour son camp au détriment de l'autre. En fait, nous, à ChangeNow, on a fait le choix très tôt de ne pas baser nos relations là-dessus et de décider de ne pas capter toute la valeur que l'on crée. C'est-à-dire que nous, on crée une valeur générale, on essaie de maximiser la valeur que l'on crée. Nous, on va en prendre un petit peu, ce qui va nous permettre de continuer à nous développer. Et en même temps, le reste de la valeur, on va essayer de faire en sorte que lorsqu'on travaille avec le Jane Goodall Institute, tu retrouves beaucoup de valeur à venir aussi chez nous. Et et de manière telle que si on peut, après justement, encore une partie de cette valeur, on essaie de l'attribuer à la régénération des ressources naturelles, en fait. Donc plus on crée plus on accepte le fait de ne pas accaparer le maximum de la valeur, c'est cette maximisation de l'accaparation de la valeur
qui permettent justement de donner les ressources de la régénération, de faire un écosystème qui soit sain, qui lui-même va avoir des effets, des externalités positives, parce que toi, tu vas pareil apporter, tu vas te rentrer dans la même logique, tu vas apporter plus de valeur que tu ne veux en capter. Donc le collectif devient plus riche, et comme ça, on permet d'avoir justement plus de valeur qui va au-delà de l'écosystème. Voilà, c'est comme ça que nous, on l'a schématisé globalement. Alors Santiago, il a dit, je ne connais pas d'entreprise régénérative. Moi non plus. Le Jane Goodall Institute, c'est pas une entreprise régénérative? Alors, on n'est pas une entreprise. Oui, non, mais nous, on est une organisation. ONG. Okay. Ouais. Bah, alors oui, après nous, on va travailler sur le terrain dans cette logique-là, évidemment, puisque l'idée principale, c'est aujourd'hui, on perd 10 millions d'hectares chaque année de forêt. Donc, ok, le taux de déforestation a un petit peu baissé sur les 3 dernières décennies, mais globalement, on part à un rythme incroyable. Les zones humides, on en a perdu 30% en 35 ans. Nous, on est extrêmement positifs au Jane Goodall Institute parce qu'on se dit il y a encore une fenêtre de temps sur laquelle on peut agir. Et c'est maintenant. L'espoir existe, mais si on agit tous ensemble maintenant. Et c'est pour ça que je trouve particulièrement passionnant la programmation d'aujourd'hui, parce que tous les acteurs ont été présents, que ce soit les pouvoirs publics, les entreprises, les ONG, on parle du climat, on parle du carbone, on parle de la biodiversité, on revient au mot écosystème, c'est parce qu'en fait, il faut que tous ensemble, on travaille pour qu'on puisse essayer d'aider au mieux la situation. Est-ce que c'est de la régénération ? J'aurais du mal à le déterminer exactement. Au départ, c'est les grands singes qui disparaissent. Jane Goodall, elle va sur place pour les permettre de les sauver, en fait, et leur permettre de se redévelopper. Donc ça, on est déjà sur un... Pour autant, on est passé de 2 millions de grands singes à 350 000. Oui, mais l'action, elle est quand même régénérative. C'est pas vous qui les avez fait baisser. Hein. Alors non, non, on va effectivement mettre en œuvre l'ensemble des moyens qui sont à notre disposition, de mobiliser l'ensemble des acteurs, que ce soit les différents États, puisqu'on travaille au niveau international, on est présent sur toute la ceinture équatoriale africaine, mais on va essayer de restaurer, on va essayer d'améliorer, on va essayer de restaurer les sols, on va améliorer l'état des forêts, on va essayer de créer des corridors écologiques qui vont permettre aux animaux sauvages de pouvoir non plus avoir des habitats fragmentés et des familles séparées, des groupes séparés, des cultures entières qui disparaissent, mais au contraire que ça revienne. On va permettre aux populations locales d'avoir à la fois un développement économique et social qui permet d'accompagner tout ça, parce que, comme tu le disais, ce qu'il y a d'important, et je suis tout à fait d'accord avec Eric, ce qui est important, c'est de ne pas travailler en silo. C'est de ne pas être ceux qui sont pour la protection animale ou n'importe quel autre... dans notre domaine, nous, ça va être ceux qui travaillent pour les animaux, ceux qui travaillent pour les forêts, ceux qui travaillent pour l'aide au développement économique et social des humains. Et en fait, on se retrouve à travailler quasiment les uns contre les autres, ce qui est complètement contre-productif. Tandis que quand on arrive à vraiment créer cette confiance, à vraiment créer ce 1 + 1 = 3 que tu décrivais, Santiago, alors tous ensemble, on peut parvenir à agir. La question, c'est sur le mot régénératif, sur lequel nous... qui induit un tel espoir, un tel impact qui semble extrêmement important. Par contre, le fait que tous ensemble, on se dise, chacun d'entre nous, à titre individuel, en tant que communauté, en tant qu'entreprise, en tant que patrie, nous avons un impact chaque jour. À nous de savoir quel impact on veut avoir. Alors, ça me paraît, je suis obligé un peu de couper, hein, parce qu'on a, voilà. Mais Gaël, ce qui me paraissait intéressant dans ta présence aujourd'hui, c'est aussi l'illustration du fait que si on veut vraiment être régénératif, on doit être au contact du vivant. Enfin, en tout cas, c'est la seule façon de l'être, qu'on soit direct ou indirect, quoi. Hein. C'est-à-dire, à un moment donné, avoir un impact sur le vivant. Et pour le coup, ton association, c'est ça, enfin ta fondation. Hein. Exactement. Voilà. C'est Merci. Ça. Alors du coup. Bon, pour vous qui n'êtes pas dans le vivant direct, hein, vous faites quoi pour le régénératif à la CEC enfin, moi je le sais un peu, hein, mais c'est... Moi je voulais rebondir. Je vais répondre à ta question. Vas-y, fais comme tu veux. Je voulais rebondir sur Santiago parce qu'on a tous ce stress du régénératif qui devient un buzzword. Franchement, on l'a parce que le système ultralibéral, ultracapitaliste a démontré sa capacité à absorber un terme et ensuite à le régurgiter et à lui enlever toute sa substance. Moi, je fais le pari ici que régénération et régénératif va rester
Parce que, en fait, c'est aussi ce que tu disais tout à l'heure, on a besoin d'un nouveau paradigme. Tu disais sur le partage de valeur, laisser de la valeur à d'autres. Ça, franchement, c'est un nouveau paradigme. C'est complètement un changement de regard par rapport au système des 60 dernières années. Et parce que le récit du régénératif, de régénérer, franchement, pour les êtres vivants, c'est le seul récit qui peut nous donner de l'espoir. Franchement, atténuer les impacts, faire de l'adaptation, créer de la résilience, c'est hyper important. Mais c'est pas ça qui va nous donner l'ambition d'être des héros, de redonner une terre dans un meilleur état aux générations futures. Et en fait, ça, c'est quand même hyper porteur. Et donc, voilà, moi, je fais le pari qu'il va stick around, ce terme, qui va être là. Il ne faut pas le lâcher. Il faut bien sûr le définir et donner une membrane aussi pour empêcher qu'il y ait du washing. Voilà. Il faut le protéger. Mais il a quand même une valeur symbolique, une valeur de récit qui est hyper forte. Après, moi, ce que j'aurais dit sur le régénératif aussi, et ça peut concerner chacun de nous, et puis tu m'as un peu repris au départ là-dessus, c'est que c'est sur plusieurs strates, plusieurs dimensions. L'écosystème doit être régénératif, ton entité doit être régénérative, toi-même, à l'intérieur de l'entité, tu dois t'efforcer d'être régénératif. Et donc, ça veut dire d'être modélisant dans l'approche et effectivement d'oser parfois prendre du recul, laisser de la place. Comme dans une forêt, il y a des grands arbres, des petits arbres, des champignons. En fait, tout le monde doit être dans cette cohabitation. Et ça change de ce schéma d'être toujours plus grand, toujours plus de profit, et ça aussi dans nos vies, sur nos agendas, faire toujours plus, cette logique aussi volumique qu'il y a dans le monde des affaires. Donc c'est quand même un sacré changement de paradigme, mais il doit être, et ça on l'a vu dans le parcours de la CEC, il doit être vraiment à tous les niveaux. S'il y a une fausse note quelque part, en fait, l'histoire n'imprime plus. Donc il faut vraiment s'aligner complètement sur cette ambition. Et je dirais juste deux clés. La première, c'est, on l'a vu dans le parcours, c'est déjà vraiment être soi-même. Donc nous, on était avec des dirigeants d'entreprise. Et c'est vrai que le saut qu'ils ont fait, on l'a fait aussi. On a des coachs ici qui étaient dans le parcours. En sortant un peu de... Qui était dans le parcours là Je vois, il y a Kako et... ouais, pas tant que ça, hein, quand même. Hein, on est minoritaire. On y était aussi chez Constellation. Pardon, excuse-moi, je te coupe, mais c'est pour... Et donc, voilà, mais en tout cas, hyper important de se réaligner et de ne pas être sur une image, mais d'être plus justement proche de soi-même. Et puis, la qualité d'humilité et d'écoute par rapport aux autres. Et c'est vrai qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de bruit, de force de parole, et nous, c'est une valeur dont on pense qu'elle incarne en fait le régénératif. Merci. Je vais rebondir juste là-dessus un petit peu parce que... Vas-y. Non, mais en soi, il y avait aussi rebondir sur ce que tu as dit à un moment, c'est le lien au vivant. Parce qu'en fait, il y a quand même, je disais qu'il n'y a pas d'entreprise aujourd'hui régénérative. Il y a quand même des pistes qui donnent espoir là-dessus, qui sont toutes les entreprises qui ont une action qu'on appelle Nature-Based Solution. Donc c'est vraiment tous ces nouveaux secteurs d'activité qui sont en train de travailler à l'agriculture régénératrice. Par exemple, les entreprises qui sont au quotidien en train de faire shifter des agriculteurs de l'agriculture classique, conventionnelle, à du régénératif. Eux, en vrai, on peut dire, mais le truc, c'est qu'on n'a pas encore vraiment audité la chose pour savoir si on peut le dire. Mais en tout cas, ils donnent vraiment une direction de quelque chose de régénératif. Parce que génératif, ça veut dire que généralement, enfin, pour moi, comme je le vois, c'est plus l'entreprise se développe et plus son impact est positif sur l'écosystème qu'elle habite, en quelque sorte. Il y a un film là, qui est sorti il y a pas longtemps, enfin, il y a un an, je crois, Kiss the Ground. Kiss the Ground, qui démontre quand même enfin, ça s'appelle Mission Régénération, je crois, en français. Ouais. Moi, je pense, si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment une forte recommandation. C'est une vraie claque. On se rend compte à quel point il y a une révolution agricole qui est en train qui doit se mettre en place. Je ne peux pas en dire qui est en train de se mettre en place, mais qui doit se mettre en place. Il y a tout pour le faire. Ouais. C'est un film passionnant. Une claque positive, je te laisse continuer. Mais juste le petit sujet qui est sympa, c'est qu'en plus, ce film-là, il vous permet de ressortir avec une réponse que vous pouvez mettre en action individuellement. Comment faire du bien à la nature en se faisant du bien à soi-même? C'est simplement en mangeant des aliments sains
Et donc on peut devenir soi-même un acteur régénératif, si je peux me permettre cet abus de langage, par simplement le soin de soi, par l'alimentation saine. Voilà, petite parenthèse, mais je te laisse continuer. Et si je peux juste compléter, moi, il y a quelque chose en tant qu'ONG, quand on regarde les entreprises, qui est merveilleux, c'est qu'on voit à la fois ces entreprises que vous décrivez qui percent, ont dès le départ dans leur ADN la volonté de ne pas toucher au vivant et au contraire d'essayer même de l'améliorer, de le restaurer. Et ensuite, il y a toutes les autres qui sont créées il y a un siècle, il y a 80 ans, il y a 30 ans, qui n'étaient pas dans cet état d'esprit et pour qui la bascule et pour qui le shift va être un long process, beaucoup plus difficile, d'autant plus qu'ils ont tout un écosystème, pour reprendre le mot, autour d'eux et être accompagnés, que ce soit par la CEC, par tout un écosystème d'autres entreprises, c'est extrêmement important. Et en tant qu'ONG, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que de plus en plus, on voit les entreprises qui disent nous, on a envie d'aider sur le terrain et on veut passer par des ONG. Et il faut que vous trouviez des ONG avec qui vous vous sentez bien, des assos de terrain, qui partagent vos valeurs, qui partagent ce que vous pensez et qui vont vous aider à compléter ce travail qui a été initié. Et ça, je trouve que c'est merveilleux. Khalid, hier soir, tu nous racontais une histoire de gamin qui était à Change Now, c'est ça? Ça peut donner une illustration de comment un événement comme Change Now, ça peut régénérer les hommes aussi. Ah mais c'est incroyable. Il se trouve que le Jane Goodall Institute est partenaire de Change Now et qu'on organise un concours d'éloquence sur la paix entre les hommes, la paix avec les animaux et la paix avec la nature. Très gentiment, Santiago nous a proposé de faire la finale dans cet écrin juste majestueux et incroyable de rencontres, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec 6 finalistes qui sont arrivés derrière la Tour Eiffel, qui parlaient devant le MIT, la Obama Foundation, tout le gratin des universités et écoles françaises, avec Canal+, 20 minutes, etc., qui sont venus les interviewer après. Et depuis, il y a un fil WhatsApp absolument incroyable. Ils sont au taquet. Ils ont envie de changer le monde encore plus que si c'était possible avant. Ils ont rencontré un nombre d'acteurs, de gens qui se bougent, qui sont en communauté de valeurs. Et on revient sur ce terme, et je suis totalement d'accord qu'on a, je crois, tous les trois utilisé, qui est vraiment dans l'ADN de chacun. Et tout d'un coup, ces jeunes-là, ils ont même été contactés, pour te dire, je le racontais à Santiago, ils ont été contactés par comment on appelle ça, une agence de speakers qui propose aux gens de devenir speakers dans des entreprises. Et ils nous ont proposé que ces 6 jeunes puissent porter la voix de la jeunesse pour la paix avec un discours positif, sans déni de la réalité, parce que la situation, on nous l'a rappelé toute la journée, elle n'est pas évidente. La situation, les chiffres, les faits, la science nous rappellent jour après jour, étude après étude, que quand même on est en train de passer des points de bascule petit à petit, que quand même on flirte avec des choses vraiment dangereuses régulièrement. Mais si collectivement on décide tous d'agir aujourd'hui, alors on peut faire le changement. Et ces jeunes-là, ce sont notre espoir, et on les retrouve, que ce soit aujourd'hui à Tech for Climate tout à l'heure, avec ce cri d'espoir qu'ils ont pu exprimer, qu'on retrouve à la CEC, qu'on retrouve à Change Now, qu'on retrouve dans tous ces moments où on se retrouve pour se dire à la fois ok, c'est compliqué, ok, on a abusé, ok, on y allait un petit peu fort, mais on peut agir. Et chacun d'entre nous, que ce soit individuellement, que ce soit des entreprises, que ce soit collectivement, c'est ensemble qu'on peut y arriver. Et ça, okay, ça donne le rendez-vous est pris, Tech for Climate 2024, on les fait intervenir, ok? Quel bonheur. Alors, est-ce que faire écosystème, c'est pas le premier pas vers le régénératif finalement? Alors moi, oui, bien sûr, nous, l'association, on était des nouveaux venus, on n'existait pas il y a 2 ans. On a lancé une action pour essayer de faire bouger les dirigeants d'entreprise, parce qu'on s'est dit qu'à cet endroit-là, il y avait beaucoup de force, beaucoup de pouvoir décisionnel, et donc ça valait le coup de mettre le maximum. C'est ce qu'on peut voir avec Constellation et plein d'autres boîtes. Parle de Constellation, non, je déconne. et donc voilà, ça c'était notre théorie du changement, c'est que ça part d'en haut. Et quand on est dans une entreprise, on le sait. Si la direction générale n'est pas à fond sur le sujet, en fait, les gens restent inhibés sur ce sujet. Donc ça, c'était notre théorie. Et faire écosystème, c'est une clé. On a lancé avec une 15aine d'autres mouvements qui sont sur le régénératif, comme l'Institut des Futurs Souhaitables, Lumia,
l'économie symbiotique d'Isabelle Delannoy, enfin voilà, plein d'autres événements comme ça. Et on a créé un écosystème, Regen Écosystème. On s'est juste rencontré 2 fois pour l'instant, on essaie de voir qu'est-ce qu'on a en commun et justement comment on peut faire écosystème. Et c'est vrai que moi je suis un nouveau venu de la transition. Il faut voir qu'il y a quand même un passif et il y a eu de la concurrence entre les mouvements, y compris sur le régénératif. Donc c'est vrai qu'on s'est dit là, peut-être c'est le moment de faire une union sacrée, parce qu'en fait on a des liens à tisser ensemble et si on veut réussir la bascule, il faut déjà qu'ensemble, c'était quoi l'image que tu avais tout à l'heure, la tapisserie. Il faut déjà qu'on fasse une tapisserie ensemble pour donner envie à d'autres de venir. Donc oui, nous, by design, il faut qu'on fasse écosystème. Alors maintenant, c'est le dernier quart d'heure. Je vous propose de prendre quelques questions. Qui veut se lancer? Bonjour, Florent Favier. Je voulais dire, je connais... oui. Oui, c'est même pas une question en fait. Je veux dire, je connais 2-3 entreprises régénératives. Et pour moi, une entreprise régénérative, c'est une entreprise qui fait plus de bien que de mal. Et peut-être qu'en raisonnant comme ça, on peut arriver à en trouver quelques-unes. Et après, il y a vraiment de la technique de la régénération qui est un peu spéciale quand on n'a pas cet accès à la nature. Mais voilà, Polystock et Créateurs de forêt, c'est 2 qui me sont venus à l'esprit, qui par nature ont un impact positif vraiment plus important que le négatif. J'aime bien la définition en tout cas. Donc il y en a. C'est pas une vraie question, c'est un challenge. Est-ce que vous pourriez vous mettre d'accord tous les 3 qui représentaient des bouts de l'écosystème sur la définition de régénératif? Alors, nous, on a... C'est dur là. Alors, il y a deux réponses. Ça va être un peu oui et non. Déjà, en fait, là, on en a parlé. Il y a cette définition que Florent vient de donner. Il y a aussi une définition qui est plus sur les flux physiques. Être régénératif, c'est reconstituer la biodiversité sur le cycle de l'eau. Et donc, c'est technique et il y a des paramètres en fait, à mettre en œuvre. Donc, on lance de la recherche aussi sur ce sujet. Et en fait, on a aussi, j'essaie de le dire, c'est aussi une posture, le régénératif, aussi par rapport à l'humain dans l'entreprise. On ne peut pas être entreprise régénérative si on est hyper pyramidal et si on crée du stress dans toutes les équipes. Donc en fait, il y a quand même beaucoup de principes, de cases à cocher finalement pour se dire régénératif. Donc c'est pour ça que la définition ne sera pas forcément aussi claire, précise, cadrée, parce que par définition, le régénératif, c'est aussi une spontanéité et une certaine complexité aussi sur les différents principes. En revanche, ce qu'on essaye de faire dans le mouvement, je disais, il y a 15 mouvements et il y en a d'autres en France. En fait, on a un écosystème hyper riche en France. Hein, peut-être tu peux témoigner, puisque vous êtes un mouvement mondial. On a dit courte les réponses. Peut-être. Alors, donc, ce que je dirais, c'est que oui, on va essayer de avoir une tribune avec des définitions les plus claires possibles, aussi de l'ouverture pour différentes variantes là-dessus. Mais c'est vrai que c'est hyper important et c'est de plus en plus demandé. Donc oui. Pour que ce soit compris aussi avec une phrase un peu intelligible qui sera de cet ordre-là, de régénérer, se donner comme mission de régénérer. Et dans le domaine de la conservation, et c'est normal, la définition est différente, dans le domaine de la conservation pure, on va parler de restauration. Il est extrêmement rare qu'on parle de régénération en termes de conservation, puisque nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est restaurer les sols, restaurer les habitats naturels, mais régénérer. Il y a un supplément d'âme qu'en termes de conservation pure, on ne va pas avoir. Mais avec plaisir pour en reparler. Juste rapidement, j'allais rejoindre quand même Eric là-dessus en disant que c'est un sujet qui est récent. On avait vu les limites planétaires tout à l'heure avec Léa Falco. Il avait fallu pas mal de temps avec, je crois que c'était 23 chercheurs, dont Johan Rockström et tout, pour y arriver. Je pense que ça va prendre du temps de trouver une vraie définition encore, et on n'y est pas encore. Mais on prend le challenge. Moi, j'ai une question pour Eric. Est-ce que vous avez mis en place déjà des actions mais hyper concrètes, et du coup vous me dites lesquelles, vis-à-vis des grandes entreprises pour qu'elles deviennent régénératives? Alors oui, alors nous on a notre événement CEC, on s'est arrangé, c'est demain pour ne pas être sur la même date de Tech for Climate, donc on va présenter ça. Et en fait je vais faire le plus court possible, mais on a une roadmap de déploiement, on a fait une première CEC avec 150 entreprises. Là, on en a 10 en cours, donc 8 sur des territoires en France, où c'est pareil, le même type de parcours, mais sur la Bretagne, la Provence. Et donc là, c'est plutôt des ETI, des PME, mais
pas trop de grands groupes. Il y a quelques boîtes qui font plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, mais on n'a pas encore le CAC 40 ou le SBF 120. Et on lance, là, on a une CEC du monde du consulting. On a des grands cabinets de conseil qui sont dedans. Mais on n'a pas Accenture, par exemple, qui est dans le CAC. Et puis, on lance la CEC du monde financier. Donc là, c'est technique. On va avoir des grandes banques, des grands fonds. On ne peut pas encore tous les annoncer, mais on va commencer à toucher des grands patrons. En revanche, dans notre scénario, même en faisant tout ça, on se dit qu'on n'aura pas encore réussi la bascule parce qu'en France, on a besoin de toucher des très grands groupes, des très grands patrons. Moi, je viens de Michelin. Et c'est vrai que mon rêve, c'est que le PDG de Michelin fasse le saut du régénératif. Il n'est pas si loin, parce que j'ai plein de copains là-bas, et petit à petit, il est cerné d'un petit peu partout. Mais il faut se le dire aujourd'hui, c'est là où il y a le plus de résistance. Et il faut se le dire aujourd'hui, pourquoi tout le monde ne va pas vers le régénératif? Ça a l'air d'être une évidence, mais c'est que c'est quand même un gros schéma. On sort de la maximisation, on sort de la logique volumique, on sort de la logique d'égo pour être plutôt sur écosystème. Donc, il y a des gens qui sont réfractaires à ça et qui veulent continuer dans le système existant. Et au-delà des dirigeants, il y a aussi les actionnaires. C'est pour ça que c'est intéressant de toucher le monde financier d'abord, parce que les dirigeants obéissent au principe des actionnaires en majorité. Une autre question? Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention à tous les trois. Petite question, mais qui va rebondir aussi sur la dernière, mais plus concrètement, comment engager les entreprises vers le régénératif quand on voit que sur les enjeux climat, elles sont encore relativement assez loin? Est-ce que pour vous, c'est l'un après l'autre? Ça doit être fait en parallèle? Parce que si c'est en parallèle, ça veut dire multiplier les actions, et donc peut-être que, déjà qu'on voit que sur une chose c'est compliqué, donc multiplier. Voilà, comment vous voyez les choses concrètement dans une entreprise? Merci. Je peux tenter rapidement là-dessus. Globalement, je n'aurais pas une vraie méthode à partager. En revanche, ce sujet-là de régénération, il commence aussi sur un changement, c'est un changement systémique quelque part. Et derrière les systèmes, je regarde Kako parce que c'est Kako qui m'a dit, il y a des valeurs. En fait, c'est un jeu de valeurs. Tant qu'on ne change pas quelque part une des briques de valeur de l'entreprise, on sera toujours dans la maximisation. Or, pour moi, il n'y a pas de régénération sans générosité, quelque part. Et donc, il faut réussir à ce qu'au niveau de l'entreprise, on prenne en compte ça et qu'on se dise, c'est OK que je ne prenne pas toute la valeur. Je prends celle qui m'est nécessaire pour continuer à me développer et je vais partager ce que j'ai avec d'autres qui vont continuer à développer l'écosystème dont je fais partie et qui, indirectement, va aussi m'amener une valeur autre. Voilà, c'est tous les systèmes, le côté valeur écosystémique, service écosystémique dont on parlait. Mais pour moi, voilà, il y a vraiment une question qui se joue au niveau des valeurs de l'entreprise. Essayer de mettre un peu cette notion-là dans le management, dans l'entreprise, ça peut vraiment aider à faire shifter. Ouais. Une autre question? Juste, non, je pense que c'est hyper important comme question parce qu'on parle beaucoup de décarbonation. Et quand on va à l'étranger, par exemple avec les Allemands, ils veulent décarboner leur industrie. Ou les Américains aussi veulent décarboner mais garder le même mode de vie. En gros, on va protéger le climat mais on ne veut pas toucher notre mode de vie. Et on ne veut pas toucher nos valeurs quelque part. Et donc, c'est pour ça que la régénération a ce potentiel de faire ce renversement de valeur. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire sur la générosité. Et donc, justement, la décarbonation, oui, il faut faire, il faut mettre en œuvre des technologies, mais ce n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu qu'on a. Si on décarbone et qu'on continue à dévaster la biodiversité et qu'il y a on a tout artificialisé sur cette planète, on ne sera pas plus avancé. Aurélien Barraud disait le pire qui puisse nous arriver, c'est de trouver une énergie décarbonée. C'est trouver une énergie décarbonée, on continuerait à détruire le monde, quoi. Voilà, donc, okay. Je crois que Com ce matin l'a aussi très bien montré avec le Rubik's Cube. Je crois que c'était très parlant. Ça veut dire le fait de se focaliser sur le carbone ou sur le climat ou sur un des aspects et ne pas le prendre, alors je suis désolée, j'ai un peu ma marotte là, de façon globale, de façon holistique. Je crois que ça va être la seule solution pour une grande entreprise comme pour une petite. Après, en même temps, sur Rubik's Cube, si tu ne sais pas faire la première phase, tu as du mal à faire les autres. Donc il y a aussi un sujet de comment on prend le truc. Tu vois, la convention des entreprises pour le climat, ça s'appelle pas la convention des entreprises pour les limites planétaires. En fait, les gens sont venus aussi en se disant, tiens, on démarre par ça. Ouais, c'est vraiment le premier sujet. Mais et puis c'est lié, l'eau, la biodiversité, enfin tout ça va être... Ouais, mais tu as raison, nous aussi, c'était l'angle par lequel on a attaqué. Mais maintenant, on se dit, oulala, c'est beaucoup plus holistique, systémique, ce qu'on doit faire. Okay. Je crois qu'il y a une question. Une autre question. Merci, j'ai juste une petite question. Est-ce que ça existe, ces mouvements-là, ailleurs? Et
Est-ce que ça vient d'ailleurs en fait, ou est-ce que c'est inventé par Alors, la France, on a, bon, j'ai l'impression, mais on a fait un événement il n'y a pas très longtemps avec pas mal d'autres mouvements comme la CEC associatif. Donc il y avait aussi la fresque du climat, l'atelier d'automne, des gens du Shift Project. Et on a réfléchi à l'internationalisation de nos mouvements. Nous, c'est quelque chose auquel on pense à la CEC. On a déjà 5 pays en fait où des équipes se sont formées et nous demandent de prendre notre savoir-faire. Et avec la fresque du climat aussi, qui est un phénomène en France. Hein. Et tout ce qu'on a pu voir autour et les contacts qu'on a, notamment les communautés de Français qui sont à l'étranger, on a l'impression qu'on a l'écosystème le plus riche en France de la transition. Ça fait un peu peur, parce qu'en France, on n'est pas complètement à la bascule, mais c'est encore pire ailleurs. Aussi parce qu'on a Jean Covici, on a Aurélien Barraud, Cyril Dion, en fait, on a des grands penseurs, des philosophes. On est quand même un pays qui réfléchit, qui se pose des questions. Et on voit le succès de la fresque, ou nous, ce qu'on a pu faire, on n'a pas vu d'équivalent ailleurs sur ce côté ambition et aussi le côté un peu enveloppant de nos approches. Je pense que c'est ce qu'on a en commun ici. On n'est pas non plus là à dire faut tout arrêter. Donc il y a sans doute une particularité française, il faut s'interroger là-dessus. Mais en tout cas, on est en mesure en France de réussir la bascule. Si on le fait, espérons que ça puisse rayonner aussi ailleurs. On s'est beaucoup posé la question, nous aussi, forcément. Là, ce qu'on a vu sur les derniers mois, c'est qu'il y a des acteurs qui nous ont dit on vient s'installer à Paris. Parce que finalement, c'est là où ça bouge plus que quand on est à Berlin, que ça bouge plus que là où on est ailleurs. Donc il y a cette attractivité qui se met en place. Et donc, il montre qu'en effet, l'écosystème est en train de prendre ici. Ce qui était un pari qu'on avait fait, nous, au début, d'investir justement à fond en intensité ici. Mais a priori, il y a des signes. Et juste pour l'anecdote, on a une coach qui suit la CEC, qui est française, qui habite en Australie, et qui a dit « Je déménage d'Australie pour venir en France pour faire des CEC avec vous. » Bonjour, Christian Bachaleri, CDR. Est-ce que vous avez commencé à réfléchir à des métriques pour caractériser le caractère régénératif, justement? Alors, nous, on a la chance. Le problème... Il faut qu'ils viennent faire la CEC. Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a Equimetrix? Parce que j'ai vu tout à l'heure dans la salle. Merci. Donc oui, nous on a la chance, c'est qu'on reçoit des centaines, enfin on a reçu 150 feuilles de route. Et donc on les a analysées. Alors on est une association, hein, donc avec essentiellement des bénévoles, donc avec les moyens qu'on avait, on a dû analyser tout ça, puisqu'on a fait un rapport qu'on a remis au gouvernement, et on a pu voir des choses qui se dégageaient. On n'a pas pu faire d'analyse lexicale sur les feuilles de route, et on a paramétrisé certaines choses, mais ce n'était pas encore complètement satisfaisant. On a la chance d'avoir une des entreprises avec Laurent qui est là, Equimetrix, qui était dans la première CEC, qui nous a mis à disposition, qui fait de la data science. Et donc là, les centaines de feuilles de route qu'on va accueillir en ce moment, je parlais d'une dizaine de CEC qui étaient lancées, on va les analyser beaucoup plus en profondeur avec toutes ces datas pour justement sortir des paramètres. Et ensuite pouvoir dire, voilà les clés des leviers qui vraiment fonctionnent. Donc on a ça en ligne de mire, mais on est un peu en mode héroïque sur le sujet. Donc merci pour toute l'aide qui peut venir, surtout la tech. Là, on a besoin de la tech. Question, ouais. Il faut demander à ChatGPT. Il y a juste un point que je voulais juste compléter, c'est qu'en termes de conservation, un des critères qui va être pris en charge, ça va être le temps long. Et ça pourrait être intéressant que pour les entreprises aussi, ça puisse être un des critères, parce que au-delà des critères à court terme, nous, en termes de conservation, pour répondre à votre question, oui, on a énormément de KPI, de critères, etc. Mais ils ne vont pas être les mêmes en fonction du temps. Et nous, on réfléchit à plus de 100 ans. Voilà, à peu près. C'est moi, pression. Donc en fait, vous parliez qu'il y a deux types d'entreprises, les entreprises qui créent du produit, enfin donc physique, et les entreprises en rapport avec la terre, si j'ai bien compris, régénérative. Mais après, on est à Tech for the Climate, il y a aussi toutes les entreprises tech qui créent de l'impalpable. Et moi, en ce moment, c'est la question que je suis en train de me poser, parce que je suis en market, et notamment au niveau de la com, on nous dit qu'il faut aller sur du réseau social, du Instagram, du TikTok. Je ne connaissais pas TikTok, je me suis créé un compte. Et je balance des vidéos à longueur de journée sur TikTok. Et je me dis, mais en fait, je fais complètement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Donc je me dis, je ne sais pas si c'est le sujet, le régénératif, mais comment faire en fait par rapport à tout ce qui est vidéo, flux, etc. Toutes les entreprises de la tech. Et est-ce qu'il y a des solutions? Et voilà. Alors ça dépendra qu'est-ce qu'il y a dans les vidéos. Si c'est pour promouvoir les ventes de Shine, c'est sûr que...
Donc voilà, il y a les contenus aussi, puisqu'on parle des imaginaires de consommation C'est vrai que là, il y a une empreinte carbone de l'événement qu'on a aujourd'hui. Nous aussi, on fait les empreintes carbone de nos CEC, on fait vraiment limite. Donc, sur ceux qui diffusent des vidéos, des publicités, des imaginaires, ils ont 2 niveaux, quoi. Ils ont la bande passante qu'ils consomment vraiment dans le flux, et puis ils ont ce qu'ils vont imprimer dans le cerveau des personnes qui vont voir ça. Et donc, quelque part, il y a cette responsabilité-là aussi. Et il y a sans doute voilà, un rapport à faire entre les deux. Ouais. Non, mais le sujet de la tech et de l'impact de la tech, il dépend vraiment de l'usage. Tu peux balancer toutes les vidéos si c'est pour vendre, excuse-moi, de la merde, hein, pour être clair. En fait, le sous-jacent, il compte, quoi. Je discutais avec Maxime Pavlak tout à l'heure qui dit on fait des campagnes pour contacter des agriculteurs, des campagnes numériques pour faciliter la transition entre ceux qui partent et ceux qui vont s'installer. Et ben ça, tu peux en faire plein, des campagnes numériques, tu peux faire des vidéos, ton impact il est possible. Maintenant, ceci étant, c'est pas évident à faire. Il y a une initiative qui s'appelle NZD for IT, hein, qui sera lancée le 28 juin, donc dans 14 jours, par Carbone 4, hein, et qui va permettre justement d'évaluer l'impact de l'usage de la technologie sur le climat pour l'instant, hein, dans le cadre de la norme Net Zero Initiative, mais qui a pour visée justement de voir comment on peut régénérer le climat avec des usages technologiques. Voilà. On va s'arrêter là-dessus. Je crois que c'est peut-être un dernier mot, le mot de la fin pour chacun d'entre vous. Oui, le mot de la fin. Engagez-vous. Ensemble et espoir. Moi, j'allais raconter une toute petite histoire. C'est celle de l'apiculteur. En fait, c'est un peu régénératif, un apiculteur. Parce qu'au final, lui, quand il fait chaque année sa campagne et que il prend le miel, mais il n'enlève pas tout le miel, sinon la ruche, elle meurt. En fait, il laisse toujours une quantité de miel pour qu'elle puisse continuer à vivre tout l'hiver. Et donc, c'est ça, il ne faut pas prendre tout le miel, sinon on meurt. Ouais, alors on peut j'allais pas te laisser le mot de la fin, mais on peut quand même citer le Bec et Loin qui disait finalement, si on veut régénérer des écosystèmes en installant des ruches, c'est comme si on mettait si on voulait régénérer la biodiversité en mettant des vaches dans les champs. Hein. Donc il y a aussi une petite Voilà, mais il ne faut pas prendre tout le miel. Voilà, c'est ce que je veux dire. Okay. Bon, en tout cas, ce sont des gens exceptionnels que vous avez là. Je vous invite à les applaudir vraiment.